5 mai 1945. L'escarpement Maeda, Okinawa. L'air est saturé de poudre, de l'odeur métallique du sang et de l'humidité suffocante du Pacifique. Vous êtes ici, accroupi dans la boue, et le corail brisé au pied d'une falaise abrupte de 400 pieds, un endroit que les soldats de la 77e division d'infanterie ont tristement surnommé Hacksaw Ridge. C'est une forteresse sculptée par la nature et perfectionnée par l'armée impériale japonaise. Au-dessus de vous, le bord de l'escarpement forme une ligne dentelée contre un ciel gris acier, une ligne que la compagnie B du 1er bataillon du 307e régiment d'infanterie doit franchir. Vous voyez les hommes, leurs visages maculés de saleté et de sueur, les jointures blanches autour des crosses de leurs garants M1 et de leurs fusils automatiques Browning. Ce sont déjà des fantômes, hantés par les semaines de combats acharnés sur l'île. L'objectif est le plateau, un champ de mise à mort plat et dénudé, parsemé de souches d'arbres brisées et défendu par un réseau invisible de nids, de mitrailleuses, de fosses à mortier et de grottes interconnectées. La seule voie d'ascension est une série de filets de chargement, se balançant dangereusement contre la paroi rocheuse, solidement arrimés par des sapeurs de combat sous un rideau de tirs ennemis quelques jours auparavant. L'ordre descend la ligne, non pas comme un cri, mais comme une série de gestes urgents et de murmures tendus. C'est le moment. Un déluge d'artillerie tonitruant des lignes américaines s'abat sur la crête, faisant trembler la terre sous vos pieds, un battement de tambour assourdissant destiné à supprimer les défenseurs. Puis, le silence, un vide terrifiant et momentané avant le début de l'assaut. Les hommes se précipitent, heurtent les filets, leurs bottes peinant à trouver prise sur la corde rêche. Ils grimpent, exposés et vulnérables, une échelle humaine montant vers l'enfer. Parmi eux, vous voyez un soldat se déplacer avec une détermination différente. Il ne porte ni fusil, ni arme de poing, seulement 2 trousses de premiers secours attachées à sa ceinture et une grande sacoche médicale jetée sur son épaule. C'est le soldat de première classe, Desmond Doss, le médecin de la compagnie, un adventiste du 7e jour et objecteur de conscience venu à la guerre pour sauver des vies, pas pour en prendre. Au moment où les premiers soldats atteignent le sommet, le monde explose. Le plateau est un nid de guêpes. Les mitrailleuses japonaises, cachées derrière des plaques d'acier dans des bunkers de corail, ouvrent le feu avec un bavardage féroce, leurs tirs croisés tissant des lignes de mort sur le terrain découvert. Les obus de mortier hurlent, transformant la terre et les hommes en panaches de brume rouge et de fumée noire. Les hommes de la compagnie B se déploient, cherchant le moindre abri, tirant désespérément sur un ennemi qu'ils ne peuvent voir. Ils se battent avec une sombre détermination, avançant mètre après mètre sanglant. Dans le rugissement de la bataille, les histoires individuelles sont souvent perdues, englouties par le récit plus vaste de la guerre. C'est pourquoi nous travaillons à maintenir ces souvenirs vivants et en vous abonnant, vous assurer que le courage d'hommes comme celui-ci ne soit jamais oublié. Soudain, le sol tremble avec une nouvelle intensité. De position cachée, les Japonais lancent leur contre-attaque. Charge banzai. Des vagues de soldats déferlant des trous de souris et des tunnels camouflés, leurs baïonnettes fixées, leurs cris perçant la cacophonie. La ligne américaine, déjà étirée, fléchit. Puis, elle rompt. L'ordre de repli hurle à travers le chaos. C'est une retraite complète, une ruée désespérée vers les filets de chargement et la sécurité relative du bord de la falaise. Des hommes tombent, fauchés par le feu implacable. Ils sont laissés là où ils gisent, piégés à découvert. Leurs appels à un médecin, engloutis par le vacarme de l'annihilation. Les valides se jettent par-dessus bord, glissant et tombant le long des filets. Le dernier homme disparaît par-dessus le bord, et un silence étrange commence à s'installer sur la crête, ponctué seulement par les gémissements des blessés et les cris triomphants et lointains de l'ennemi. Le plateau appartient de nouveau aux Japonais. Mais tout le monde n'a pas battu en retraite. Une silhouette solitaire,
se détachant sur le ciel rempli de fumée, demeure. Pendant un long moment, il n'y eut que le vent sifflant sur le bord de l'escarpement et le cœur bas et agonisant des mourants. Le soldat de première classe Desmond Doss gisait à plat sur la terre retournée, son cœur battant contre ses côtes, l'odeur de la poudre et du sang emplissant ses narines. En bas, sa compagnie avait disparu. Au-dessus, les soldats japonais consolidaient leur position, leur voix aiguë et gutturale, alors qu'ils se déplaçaient parmi les cratères d'obus, achevant tout soldat américain qui montrait encore des signes de vie. On peut ressentir la terreur de ce moment, l'instinct primal lui criant de s'enfuir, de suivre ses camarades par-dessus le bord et de retourner à la sécurité. C'est la seule chose raisonnable à faire. Il est un homme seul, sans armes, sur un plateau maintenant grouillant d'ennemis. Rester, c'est le suicide. Mais alors un son perce sa peur, un faible cri qui le trouve à travers le champ de bataille. « Secours !» C'est une requête à laquelle il a répondu 100 fois auparavant, mais jamais comme ça. Pas quand il est le seul à l'entendre. Il enfonce son visage dans la terre, son esprit un maelstrom de foi et de terreur. Il prie, non pour sa propre sécurité, mais pour obtenir des conseils. Les mots lui viennent dans un murmure, un marché désespéré passé avec Dieu au bord du monde. Seigneur, aide-moi à en sauver un de plus, juste un de plus. Il le répète comme un mantra, un bouclier contre le désespoir écrasant. La prière renforce sa résolution. Il n'est pas un soldat de guerre, mais un soldat de miséricorde, et sa guerre n'est pas terminée. Lentement, prudemment, il se relève, une silhouette solitaire se détachant sur la lumière mourante. Il rampe sur le ventre, reste en bas, se déplaçant d'un souche d'arbre brisé à l'autre, ses yeux scrutant le carnage. Il les voit partout, les formes immobiles de ses amis et les formes torturées de ceux qui s'accrochent à la vie. Une patrouille japonaise passe à moins de 10 mètres, leurs fusils Arisaka tenus prêts, leurs baïonnettes luisantes. Doss se fige, devenant une partie du paysage brisé, retenant son souffle jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Il ne le voit pas. Au moment où il passe, il bouge à nouveau, se faufilant vers le cri le plus proche. Il trouve un homme de Géorgie, un caporal nommé Joe, avec une blessure grave à la jambe et à la poitrine. Les yeux de l'homme sont écarquillés par le choc et la douleur. « Je pensais que vous étiez tous partis, » allait-il. « Je suis toujours là », murmure Doss en retour, ses mains déjà à l'œuvre. Il sort une seringue de morphine, la plonge dans la cuisse de l'homme pour atténuer la douleur. Avec une efficacité exercée, il applique de la poudre de sulfamide sur les plaies pour prévenir l'infection et les enveloppe hermétiquement avec des pansements de combat de sa trousse de secours. Ces actes individuels de compassion, accomplis au cœur du territoire ennemi, sont les moments qui définissent un héros. Nous croyons qu'il est de notre devoir de documenter ces actes, et si vous êtes d'accord, nous vous demandons de vous abonner pour nous aider à poursuivre cette mission. Maintenant, le plus dur commence. Le bord de l'escarpement est à 50 yards, une éternité de terrain découvert. Doss ne peut pas porter le caporal. Il positionne l'homme blessé sur son dos et commence à ramper, traînant ce poids mort derrière lui, centimètre par centimètre douloureux. Chaque frottement de ses bottes sur la roche corallienne, chaque grognement d'effort résonne comme un coup de tonnerre dans le silence tendu. Il s'attend à un cri, à un coup de fusil, à la douleur soudaine et vive d'une baïonnette à tout moment. Mais rien ne vient. Il atteint le bord de la falaise, ses muscles hurlants, son uniforme trempé de sueur et de sang. En contrebas, les hommes de la compagnie B lèvent les yeux avec incrédulité. Une silhouette est apparue au sommet. Ils pensent que c'est un soldat japonais et des fusils sont levés avant qu'un officier ne comprenne ce qui se passe. Doss a trouvé une longueur de corde, abandonnée lors de l'assaut, ancrée à une souche d'arbre solide. Avec des mains qui tremblent d'épuisement,
Il noue une série de nœuds en 8, fabriquant une civière improvisée en corde. Il la fixe autour de la poitrine et des jambes du caporal, murmure un mot de réconfort et commence à le descendre, main après main, le long de la paroi rocheuse abrupte vers les bras qui attendent en bas. Le premier homme est en sécurité. Doss observe un instant, puis se retourne vers le champ de bataille. Son travail ne fait que commencer. Pendant un long moment, il n'y a que le vent qui siffle sur le bord de l'escarpement et le cœur bas et agonisant des mourants. Le soldat de première classe, Desmond Doss, est allongé à plat sur la terre retournée, son cœur battant contre ses côtes, l'odeur de la poudre à canon et du sang lui emplissant les narines. En bas, sa compagnie a disparu. Au-dessus, les soldats japonais consolident leur position, leur voix aiguë et gutturale, alors qu'ils se déplacent parmi les cratères d'obus, achevant tout soldat américain qui montre encore des signes de vie. On peut ressentir la terreur de ce moment. L'instinct primal lui criant de s'enfuir, de suivre ses camarades par-dessus le bord et de retourner à la sécurité. C'est la seule chose sensée à faire. Il est un homme seul, désarmé, sur un plateau maintenant infesté par l'ennemi. Rester, c'est le suicide. Mais alors, un son perce sa peur. Un faible cri qui le trouve à travers le champ de bataille. « Secours !» C'est un appel auquel il a répondu 100 fois auparavant, mais jamais comme ça. Pas quand il est le seul à l'entendre. Il enfouit son visage dans la terre, son esprit un maelstrom de foi et de terreur. Il prie, non pour sa propre sécurité, mais pour être guidé. Les mots lui viennent dans un murmure, un marché désespéré conclu avec Dieu au bord du monde. « Seigneur, aide-moi à en sauver un de plus. Juste un de plus. » Il le répète comme un mantra, un bouclier contre le désespoir écrasant. La prière raffermit sa résolution. Il n'est pas un soldat de guerre, mais un soldat de miséricorde, et sa guerre n'est pas terminée. Lentement, prudemment, il se relève, une silhouette solitaire se détachant sur la lumière mourante. Il rampe sur le ventre, restant bas, se déplaçant d'un chicot d'arbre brisé à l'autre, ses yeux scrutant le carnage. Il les trouve partout, les formes immobiles de ses amis et les formes contorsionnées de ceux qui s'accrochent à la vie. Une patrouille japonaise passe à moins de 30 pieds, leurs fusils Arisaka tenus prêts, leurs baïonnettes luisants. Doss se fige, devenant une partie du paysage brisé, retenant son souffle jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Il ne le voit pas. Au moment où il passe, il bouge à nouveau, se faufilant vers le cri le plus proche. Il trouve un homme de Géorgie, un caporal nommé Joe, avec une blessure grave à la jambe et à la poitrine. Les yeux de l'homme sont écarquillés de choc et de douleur. « Je pensais que vous étiez tous partis », halète-t-il. « Je suis toujours là », murmure Doss en retour, ses mains déjà au travail. Il sort une seringue de morphine, la plonge dans la cuisse de l'homme pour atténuer la douleur. Avec une efficacité rodée, il applique de la poudre de sulfamide sur les blessures pour prévenir l'infection et les enveloppe serrées avec des pansements de bataille de sa trousse de secours. Ces actes individuels de compassion, accomplis au cœur du territoire ennemi, sont les moments qui définissent un héros. Nous croyons qu'il est de notre devoir de documenter ces actes, et si vous êtes d'accord, nous vous demandons de vous abonner pour nous aider à continuer cette mission. Maintenant, le plus dur commence. Le bord de l'escarpement est à 50 yards. Une éternité de terrain découvert. Doss ne peut pas porter le caporal. Il positionne l'homme blessé sur son dos et commence à ramper, traînant le poids mort derrière lui, centimètre par centimètre, dans une agonie. Chaque grattement de ses bottes sur la roche corallienne, chaque grognement d'effort résonne comme un coup de tonnerre dans le silence tendu. Il s'attend à un cri, à un coup de fusil, à la douleur soudaine et vive d'une baïonnette à tout moment. Mais rien ne vient. Il atteint le bord de la falaise, ses muscles hurlants, son uniforme trempé de sueur et de sang. Il a trouvé une longueur de corde
abandonné pendant l'assaut, ancré à un chicot d'arbre solide. Avec des mains tremblantes d'épuisement, il tisse une série de nœuds de chaise, fabriquant une civière de fortune. Il la fixe autour du torse et des jambes du caporal, murmure un mot de réconfort et commence à le descendre, main sur main, le long de la paroi rocheuse abrupte vers les bras qui attendent en bas. Le premier homme est en sécurité. Dos observe un instant, puis se retourne vers le champ de bataille. Son travail ne fait que commencer. Le crépuscule s'estompe dans le ciel d'Okinawa, peignant les nuages de nuances meurtries de violet et d'orange. La lumière déclinante est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle offre à Desmond Doss le manteau des ombres, mais menace aussi de cacher les hommes mêmes qu'il essaie de trouver. Il se repousse du bord de la falaise et rampe de nouveau dans le paysage de la mort, ses mouvements lents et délibérés. Son monde s'est réduit aux 10 prochaines mètres, aux prochains cratères d'obus, aux prochains camarades tombés. Le tonnerre de la bataille précédente a été remplacé par un calme inquiétant, une quiétude brisée seulement par les gémissements des blessés et le murmure du vent. Le mantra recommence dans son esprit, une prière silencieuse et rythmée contre l'obscurité grandissante. « Seigneur, aide-moi à en sauver un de plus. » Il passe devant les corps de soldats japonais, leur forme rigide dans la mort et le métal tordu de leurs mitrailleuses légères, Nambu. Ses sens sont en feu. Chaque craquement de brindilles, chaque bruissement du vent dans les herbes hautes ressemble au pas d'une patrouille ennemie. 2 fois, il s'aplatit dans la boue alors que des soldats japonais ratissent la zone, leurs lampes de poche projetant de nets faisceaux dans la pénombre. Il reste immobile parmi les morts, le visage pressé contre la terre fraîche, forçant sa respiration à être superficielle et silencieuse. Les soldats passent, leur voix un murmure bas, leurs esprits convaincus qu'aucun Américain n'aurait pu survivre à l'assaut. Ils ne savent pas qu'un fantôme marche parmi eux. Ils trouvent un autre soldat, un simple soldat du 3e peloton, écrasé sous le poids d'un camarade mort, un éclat d'obus profondément enfoncé dans son flanc. L'homme s'affaiblit. Ses paroles un faible gargouillis. Doss travaille avec une urgence désespérée, ses mains sûres et stables malgré les tremblements de ses bras. Il soulève le poids mort du blessé, applique un pansement compressif pour ralentir l'hémorragie et administre une seringue de morphine. Commence alors le voyage agonisant vers la corde. Il ne peut pas traîner celui-ci. La blessure de l'homme est trop grave. Au lieu de cela, il fabrique un support rudimentaire à partir d'une ceinture de munitions et d'un morceau déchiré de poncho, tirant l'homme quelques pieds à la fois dans une progression pénible, par à-coups. Chaque sauvetage était une épreuve physique, exigeant un niveau d'endurance physique et mentale qui semble impossible pour un seul homme. Ce dévouement inflexible envers ses camarades soldats, répété heure après heure, témoigne de l'esprit humain que nous nous engageons à honorer. En vous abonnant, vous devenez le gardien de ces héritages. Il atteint l'escarpement et assure le soldat à la corde, ses mains rugueuses brûlant à chaque passage du chanvre grossier. Il le descend dans l'obscurité, tendant l'oreille au faible appel venant d'en bas qui signale que l'homme est en sécurité. Puis, il fait demi-tour. Il fait maintenant nuit noire. Le plateau est un labyrinthe d'ombres mouvantes. C'est dans cette obscurité profonde qu'il retrouve son propre commandant de compagnie, le capitaine Jack Glover, la jambe fracassée par des tirs de mitrailleuse, incapable de bouger. C'était un officier qui avait autrefois tenté de faire renvoyer Doss de l'armée pour son objection de conscience. Maintenant, le capitaine lève les yeux de la terre, son visage pâle à la faible lumière des étoiles, et voit l'homme même qu'il croyait n'avoir aucune place dans une zone de combat se tenir au-dessus de lui. « Doss, je pensais que vous étiez mort », murmure Glover d'une voix rauque. « Je ne vous abandonne pas ici, monsieur », répond Doss, la voix ferme. Le médecin soigne les blessures du capitaine avec le même soin délicat qu'il a apporté à tous les autres. Puis,
Il l'assure pour le long remorquage jusqu'au bord de la falaise. Il travaille toute la nuit, un spectre solitaire sur une crête hantée, guidé par sa foi et les cris mourants des blessés. Un homme contre une armée, alimenté par une simple et impossible prière. La nuit n'offre aucun repos, seulement un autre type de guerre menée contre l'épuisement et le désespoir. Après avoir abaissé le capitaine Glover dans les bras tendus de ses hommes, Desmond Doss ne s'arrête pas. Il revient du précipice, son corps une symphonie de douleur. Ses épaules brûlent, son dos lui fait mal, et la peau de ses paumes a été éraflée par la corde rugueuse. Chaque voyage dans l'obscurité est un nouvel acte de foi. Les heures se fondent, une longue étendue ininterrompue de ramper, d'écouter, de soigner et de traîner. Il perd le compte. Est-ce le 10e homme? Le 15e? Le nombre n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est le prochain cri, la prochaine respiration superficielle, la prochaine vie qu'il peut ramener de l'abîme. Vous êtes là dans le silence avec lui, entre les sauvetages. Vous sentez le grain du corail sous son estomac, l'humidité glaçante de la rosée d'Okinawa trempant ses treillis. La lune est un fin croissant pâle, offrant juste assez de lumière pour distinguer les silhouettes des morts, des formes affaissées, des vivants. Il trouve un soldat dont les 2 jambes ont été mutilées par une explosion de mortier, un autre avec une blessure à l'abdomen dont Doss sait qu'elle est fatale, mais qu'il traite quand même, donnant à l'homme de la morphine et un moment de réconfort dans ses dernières minutes. Il ne fait aucune distinction entre ceux qui, selon lui, survivront et ceux qui ne survivront pas. Chaque homme est une âme dans le besoin. Soudain, une série de craquements aigus résonne depuis les lignes japonaises, suivis par le sifflement terrifiant des obus de mortier entrants. Ils tirent à l'aveugle, harcelant les positions américaines en contrebas, mais leurs obus tombent dangereusement près du bord de la falaise. L'un d'eux explose à moins de 40 yards de l'endroit où Doss soigne un mitrailleur Béar blessé, les couvrant tous deux de terre et de fragments de roche. Il jette instinctivement son corps sur l'homme blessé, le protégeant des débris, son propre casque en acier, résonnant sous un éclat d'obus errant. Le barrage est court, un acte de violence aléatoire au cœur de la nuit. Quand il se termine, Doss continue son travail comme si de rien n'était. Ses actions n'ont été témoins que des étoiles et des hommes qu'il a sauvés. Une vie à la fois. C'est cet héroïsme silencieux et implacable, loin des grandes stratégies des généraux, qui forme le véritable cœur du conflit. En vous abonnant, vous soutenez notre effort pour sortir ces histoires profondément personnelles de l'ombre de l'histoire. Il trouve un autre soldat, loin sur le plateau, un lieutenant qui avait été laissé pour mort, inconscient et saignant d'une blessure à la tête. L'homme est lourd, et le voyage de retour était le plus éprouvant à ce jour. Les muscles de Doss hurlent de protestation. Sa vision se rétrécit, sa respiration devient haletante. La voix de la préservation de soi murmure à son oreille « Tu en as fait assez. Descends par la corde. Sauve-toi. » Mais une autre voix, née de sa foi inébranlable, la repousse. « Seigneur, aide-moi à en ramener un de plus. » halète-t-il, les mots formant une vapeur dans l'air froid de la nuit. Il atteint l'ancre de la corde, sa force presque épuisée. Il rassemble une dernière réserve, faisant les nœuds complexes avec des doigts qui ressemblent à des massues maladroites, et descend le lieutenant dans la sécurité de l'obscurité en contrebas. Alors qu'il se prépare à faire demi-tour une fois de plus, il remarque un changement dans le ciel. Une légère ligne grise est apparue à l'horizon oriental, signe que la longue nuit touche à sa fin. L'aube arrive. Avec la lumière viendra la visibilité, et avec la visibilité, une mort certaine. Il sait qu'il ne lui reste que quelques minutes avant que le plateau ne devienne une scène illuminée, et qu'il en soit le seul acteur. La ligne grise à l'horizon se durcit en une lame de lumière pâle et impitoyable, tranchant l'obscurité. Elle rampe à travers le plateau, révélant l'ampleur réelle et horrible du carnage de la veille. Ce qui était un paysage d'ombres indistinctes est maintenant un tableau brutal de corps tordus, d'armes brisées et de terre imbibée de sang.
On peut voir chaque détail avec une clarté saisissante. Les casques abandonnés, les clips M1 non utilisés éparpillés dans la boue, les visages sereins et pâles des morts. Pour le soldat de première classe Desmond Doss, cette lumière est une condamnation à mort. Être pris à découvert maintenant, c'est être exécuté. L'instinct de survie, réprimé pendant 12 heures atroces, lui crie de prendre la corde, de glisser dans la sécurité du ravin où l'attend sa compagnie. Il est là, au bord de la falaise, son corps n'est qu'une seule douleur lancinante, son esprit engourdi par la fatigue. Mais alors que les premiers rayons du soleil touchent la crête, il l'entend. Ou peut-être, il le sent. Un faible tapotement rythmique provenant d'un trou d'obus à une 60aine de mètres. Ce n'est pas le vent, c'est délibéré. Quelqu'un est encore là-bas, essayant de signaler, trop faible pour crier. Le choix est fait, en un instant. Il n'y a pas de choix. Il ne peut pas partir. Il se détache de la sécurité de l'escarpement et commence à ramper pour retourner dans la zone de mort. Son mantra, un murmure presque inaudible sur ses lèvres. « Seigneur, aide-moi à en sauver un de plus. » C'est un mouvement différent. Ce n'est plus la reptation furtive de la nuit. C'est une ruée, désespérée, à profil bas, d'un point de couverture à l'autre, sous le regard de l'ennemi. Il sent 1000 lieues sur lui, des grottes interconnectées et des blocos qui criblent la crête. Les défenseurs japonais s'agitent. Le premier signe arrive sous la forme d'un claquement sec et l'air près de son casque siffle. Un sniper. La balle soulève une gerbe de corail et de terre, lui piquant la joue. Il se fige, s'aplatissant si complètement qu'il a l'impression de fusionner avec la terre. Il attend. 1 minute, 2. Puis il bouge à nouveau, quelques pieds à la fois, son chemin étant un zigzag de désespoir. Rentrer sciemment dans le champ de tir, échanger la certitude de l'évasion contre la mince chance de sauver une vie de plus, est un acte de bravoure presque inimaginable. Nous ressentons une profonde responsabilité de veiller à ce que de tels actes ne soient jamais perdus dans le temps. Votre abonnement à cette chaîne nous aide à construire un enregistrement permanent de leurs valeurs. Il atteint le cratère d'obus et jette un coup d'œil par-dessus le bord. À l'intérieur se trouve un sergent de la compagnie B, la jambe presque sectionnée par un obus d'artillerie, qui utilise sa baïonnette pour tapoter contre son casque. Le visage de l'homme est un masque de sang séché et de terre, ses yeux délirants de douleur. Il regarde Doss comme s'il voyait une apparition. « Ils m'ont dit que tout le monde était parti », croasse le sergent. « Presque tout le monde », dit Doss, sortant déjà son dernier pansement de combat. Pendant qu'il travaille, un autre coup de feu retentit, celui-ci frappant le bord du cratère, les couvrant de débris. Le tireur d'élite japonais l'a dans sa ligne de mire. Ils doivent bouger maintenant. Il n'y a pas de temps pour un remorquage lent et prudent. Doss hisse le sergent sur son dos en portant le pompier, un exploit de force pure alimenté par l'adrénaline. Il se relève en position accroupie et court, trébuchant et zigzagant à travers le terrain découvert, une cible évidente contre le ciel du matin. Les balles sifflent, près de lui, une nuée de frelons en colère. Il entend le crépitement d'une mitrailleuse Nambu qui ouvre le feu, ses traçantes l'atteignant. Il ne ralentit pas, il ne regarde pas en arrière. C'est un homme animé par un but unique, une force de miséricorde qui ne peut être arrêtée. Il atteint le bord de la falaise et s'effondre, le sergent roulant de son dos. Il a réussi. Mais alors qu'il tend la main vers la corde, le feu de la mitrailleuse s'intensifie, déchiquetant le sol autour de lui, les balles frappant la paroi rocheuse avec des impacts furieux et percussifs. Il est cloué sur place, à l'endroit même qui avait été une porte vers la vie. L'air se déchire sous la violence rythmique de la mitrailleuse légère Nambu. Des balles ébrèchent la paroi rocheuse à quelques centimètres de la tête de Desmond Doss, envoyant des éclats de pierre voler comme des guêpes enragées.
Il aplatit son corps sur le sergent blessé, se faisant un bouclier humain, sentant les impacts percussifs marteler la terre autour d'eux. Il n'y a pas d'échappatoire. Le tireur d'élite l'a cloué au sol et le mitrailleur est déterminé à finir le travail. En contrebas, les hommes de la compagnie B ont commencé à tirer une couverture. Les claquements secs de leur Garand M1 répondant au bavardage japonais, mais leur angle est mauvais. Ils ne peuvent pas supprimer les positions ennemies lourdement fortifiées. Doss sait qu'il a des secondes, pas des minutes. Allongé sur le côté, il travaille la corde, ses doigts glissant de sang et de sueur, tâtonnant avec les nœuds qui sont devenus si familiers au cours de la longue nuit. Le sergent perd et reprend conscience. Sa respiration est un râle superficiel. Doss sécurise la civière corde autour du torse de l'homme, la vérifie 2 fois, puis, avec une poussée de force désespérée, le pousse par-dessus le bord. Il déroule la corde, main sur main brûlante, la friction déchirant ses paumes à vif. Les balles continuent de siffler au-dessus de sa tête, mais il ne bronche pas. Tout son univers est concentré sur cette unique longueur de chanvre, la ligne de vie reliant le monde des vivants au monde des morts. Il sent la corde se détendre. Le dernier homme est tombé. Il s'effondre contre le rocher, les poumons haletants, le corps totalement épuisé. Pendant 12 heures, il a été un ange de miséricorde solitaire sur ce plateau déserté. Le bilan officiel estimera plus tard qu'il a sauvé 75 hommes, 75 vies, 75 fils, maris et pères qui rentreraient chez eux parce qu'un homme non armé avait refusé de les abandonner. C'est un nombre qui semble impossible, un exploit d'endurance et de foi qui défie la logique brutale de la guerre. En vous abonnant, vous nous aidez à garantir que le bilan final de son courage ne soit jamais oublié et que l'histoire de chaque vie qu'il a touchée continue d'être racontée. La menace immédiate demeure. Il est toujours piégé. Alors que le feu de couverture américain s'intensifie, il voit sa chance. Il se précipite loin du bord exposé de la falaise, plongeant dans un nid de poules voisin juste au moment où une nouvelle rafale de mitrailleuses laboure le sol où il était allongé. Il se blottit au fond du trou, reprenant son souffle, essayant de retrouver la force dans ses membres. Un peu plus tard, alors que la bataille pour la crête reprend avec une nouvelle offensive américaine, Doss attend toujours une occasion de bouger. Puis, un objet sombre décrit un arc dans les airs, atterrissant dans le nid de poule avec un doux bruit sourd. Une grenade. Sans une seconde à perdre, il la repousse du pied, essayant de la faire sortir du trou, mais elle explose avant que son pied ne puisse l'atteindre. Un éclair aveuglant, un rugissement assourdissant et une douleur brûlante et incandescente. Des éclats déchirent ses jambes et sa hanche. Il est blessé. Son propre sang macule maintenant le sol d'Okinawa. Le médecin est devenu le patient. Avec une détermination sombre, il sort sa dernière trousse de premier secours et commence à soigner ses propres blessures graves, ses mains bougeant avec le même calme méthodique qu'il offrait aux autres. Il est retrouvé là, des heures plus tard, par un autre médecin de combat qui appelle des brancardiers. Alors qu'il le ramène vers le poste de secours, Doss aperçoit un autre soldat américain au sol, ses blessures visiblement plus graves. Il ordonne aux brancardiers de s'arrêter. Il roule hors de la civière, leur dit de prendre l'autre homme en premier, et attend son tour, gisant blessé sur le champ de bataille qu'il avait si longtemps refusé d'abandonner. Allongé sur le sol imbibé de sang de Hacksaw Ridge, Desmond Doss regarde les brancardiers emporter l'autre blessé, leur silhouette s'éloignant dans la fumée et le chaos de l'assaut renouvelé. Pour la première fois depuis des heures, il est un patient, pas un médecin. L'éclat d'obus dans ses jambes brûle d'une douleur profonde et lancinante, mais il est vivant et il a fait son travail. Il attend, son regard fixé sur le ciel remué, écoutant la symphonie familière de la bataille, le rugissement des lance-flammes, le claquement des fusils, le grondement des grenades. Il a enduré l'inendurable et le secours arrive. Puis, un autre craquement sec, plus proche cette fois, et un impact violent et choquant frappe son bras gauche. On peut sentir la secousse alors que la balle de 7 mm et 7 du sniper atteint sa cible,
brisant l'os de l'humérus juste en dessous de son épaule. La douleur est d'un blanc aveuglant, électrique, éclipsant totalement les blessures de ses jambes. Son bras est maintenant inutile. Un poids mort pendant à son épaule. Aucun brancardier en vue. La bataille fait rage et dans la confusion, il a été de nouveau oublié. Rester ici, c'est se vider de son sang ou être découvert par une patrouille japonaise. Son calvaire n'est pas terminé. Il sait qu'il ne peut pas attendre une aide qui pourrait ne jamais venir. De son seul bras valide, il commence à ramper. Il se pousse en avant avec sa main droite et sa jambe droite moins blessée, traînant ses membres brisés derrière lui. Chaque mouvement est une nouvelle vague de nausée et d'agonie. Il trouve un M1 Garand abandonné, couché dans la boue. Une idée, née du désespoir et d'une vie d'autosuffisance, se forme dans son esprit. Il ne peut pas remettre l'os en place, mais il peut le stabiliser. Maladroitement, douloureusement, il cale le talon de la carabine contre son bras cassé, utilisant ses dents et son seul bras valide pour serrer la sangle, fabriquant une attelle rudimentaire, mais efficace. C'est dans ces petites actions désespérées, une attelle improvisée sur le terrain faite d'une carabine, que se révèle souvent la véritable mesure d'une personne. La documentation de ces détails est essentielle à notre mission, et votre abonnement garantit que cette histoire sera préservée pour les générations futures.